Dans cet épisode des Chroniques apicoles, on fait la capture d'un essaim d'abeilles, on procède à la récolte de notre miel d'été et on rencontre l'agronome et enseignante en apiculture, Mélissa Girard. Aujourd'hui, on va terminer notre récolte de miel. On a déjà fait la majorité de nos ruches. C'est notre dernière qui nous reste. Donc, lorsqu'on prévoit faire la récolte de miel, on vient quelques jours auparavant installer un chasse-abeilles. Le chasse-abeilles, c'est cette pièce-là ici. Donc, c'est un petit labyrinthe en triangle. De l'autre côté, c'est un trou. Lorsqu'on les place sur les ruches, donc le chasse-abeilles, c'est la petite structure blanche ici qui est déjà installée depuis quelques jours. Lorsqu'on installe le chasse-abeilles, ça fait que les abeilles peuvent seulement circuler en sens unique. Donc, elles vont descendre vers le bas. En plaçant le chasse-abeilles ici, ça fait que nos hausses à miel qui sont au-dessus vont se vider tranquillement d'abeilles en quelques jours. Donc, aujourd'hui, on peut venir chercher notre miel. Il ne devrait pas trop avoir d'abeilles dans ces boîtes-là ici. C'est ce qu'on va voir. Donc, on va faire ça tout de suite. Ça devrait être plutôt tranquille dans les hausses à miel. Et voilà. Fait qu'il reste presque plus d'abeilles à l'intérieur. Je vais quand même vous sortir un cadre pour vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Et voilà. Donc, cette ruche-là, c'était une ruche pour faire du miel en rayons. Donc, c'est des petits cadres. Puis, les rayons de miel, comme ça, ici, on va pouvoir les découper, puis on va pouvoir les manger vraiment tels quels. Donc, c'est vraiment du beau miel de cette année. Le cadre il est vraiment très, très beau. Donc, maintenant, on peut simplement enlever, on a deux hausses ici, deux petites hausses qu'on va rapporter à la miellerie. Après la récolte de nos hausses à miel, on peut retirer le chasse-abeilles de la colonie. On peut voir que la colonie est très active et qu'elle est bien prête à poursuivre sa quête de nectar pour la deuxième partie de la saison. On referme ensuite rapidement la colonie et on peut quitter le rucher. Après ce moment passé avec les abeilles, on se dirige maintenant vers la région de Portneuf pour rencontrer Mélissa Girard, agronome et enseignante en apiculture. Bonjour Mélissa. Allô. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour l'émission d'aujourd'hui. Toi, Mélissa, tu es agronome de formation, c'est bien ça? Tu as fait une maîtrise, je crois, là, en identification des pollens ou... Bien, en fait, j'ai appris à identifier les pollens dans ma maîtrise, mais le sujet, c'était l'importance de la diversité florale pour la santé des colonies qui sont dirigées vers les bleuetières et les cannebergères pour la pollinisation. Donc, les apiculteurs intéressés de savoir spécifiquement où sont allées leurs abeilles vont m'envoyer un petit pot de miel. Moi, j'extrais le pollen simplement par centrifugation. Okay. Je le mets sur une petite lame de microscope, puis je peux identifier les grains de pollen. Les grains de pollen ont vraiment plein de formes différentes. Dans le fond, aujourd'hui, on est invité pour parler de miel. Oui. Donc, on va y aller là, directement avec une question là, qui peut paraître simple pour certaines personnes. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se posent la question d'où provient le miel en tant que tel, comment les abeilles vont produire le miel. Oui. En fait, c'est vrai on pense que c'est une question simple, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça vient du pollen. Oui. Donc, la réponse, c'est que ça vient du nectar, qui est une petite eau sucrée qui est produite par les fleurs. C'est une eau qui est quand même diluée en sucre, là. Mais c'est ce qui attire l'abeille vers la fleur. Puis, en fait, la fleur produit ce nectar-là pour attirer les abeilles, puis qu'il y ait une pollinisation, qu'il y ait une mise à fruit. Puis l'abeille, c'est sa récompense, là. Puis l'abeille le transporte à la ruche dans son jabot, qui est comme un sac dans son abdomen. Puis elle va le transformer. En fait, il y a l'ajout d'enzymes pour que les sucres là, se simplifient dans le nectar. Puis ils vont aussi beaucoup déshumidifier ce nectar-là, qui va éventuellement s'appeler miel là, pour être très sucré. C'est ça, ça va faire une substance qui est plus concentrée justement en sucre. Ça va ressembler plus à ce qu'on est habitué de voir, là, comme qu'on appelle du miel. Là. Bien, effectivement, il y a beaucoup de variétés de miel. Tu as apporté quelques pots ici. Comment on arrive à avoir
tant de variétés de miel, qu'est-ce qui va faire qu'il y a des miels qui vont être un peu plus foncés, par exemple, comme ceux-là ici, il va y avoir des miels plus pâles comme ça? Qu'est-ce qui fait cette variété-là? En fait, théoriquement, chaque plante qui produit du nectar a la capacité de produire un miel très spécifique. Okay. Donc, ça dépend aussi de l'apiculteur. Par exemple, ce printemps, j'ai récolté ce miel-là très, très tôt. Mes colonies étaient fortes. Ils ont récolté du miel, beaucoup de pissenlits, les petits cerisiers, les pommiers, les poiriers. Je l'ai récolté parce que je voyais qu'il y avait un miel particulier. Et donc, on peut récolter en plusieurs fois pour avoir des miels spéciaux. On peut aussi, si on déplace les ruches, disons, dans un champ de sarrasin, comme la floraison commence, bien, on fait du miel de sarrasin spécifiquement, puis on le retire tout de suite pour ne pas le mélanger avec les autres. Mais c'est ça, chaque plante là, a le potentiel de faire un miel très spécifique en goût, en couleur. Donc, ça dépend un peu aussi des fleurs qui vont pousser, j'imagine, dans l'environnement là, des ruches. C'est ce qui va expliquer la variété de miel, parce qu'il y a vraiment beaucoup de variétés de miel. De ce que je peux voir, en fait, il y a un miel qui me semble un peu cristallisé. J'en ai un autre là. Est-ce que c'est normal d'avoir du miel comme ça qui va devenir un peu en sucre, là, que les gens vont dire? Oui. Comme on parlait de l'épicerie, là, les miels qui ont été... en fait, le consommateur est habitué à un miel liquide. T'sais, dans les épiceries, très souvent, c'est liquide. Mais le miel, c'est tellement concentré en sucre. À un moment donné, pour atteindre l'équilibre, là, les molécules de sucre doivent se transformer en cristaux pour se stabiliser. Alors, tout dépendant encore de la source florale. Ici, là, je vous le montrais, c'est un miel de tilleul, qui est un miel qui cristallise très lentement dans le temps. Ce pot-là, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Puis on voit un petit peu de cristaux, mais c'est très liquide encore. Là, on voit la bulle monter. Il y en a à peine à l'intérieur. Il y en a à peine, c'est ça. Donc, ça dépend de la composition en sucre dans le nectar de cet arbre-là. Et ici, mon miel de printemps, c'est un miel qui cristallise très vite, très finement. Je l'ai extrait. 2 semaines après, il commençait déjà à cristalliser. C'est ça, c'est celui de cette année, là, de cette année, oui. Quelques semaines là, que tu as récolté, puis il est déjà cristallisé comme ça. Oui. Ça a-tu une influence, ça a-tu rapport avec la qualité du miel ou lorsque ça cristallise comme ça, il est-tu moins bon? Si je vais à l'épicerie puis je vois celui-là... Moi, j'achète lui. Toi, t'achètes lui? OK. Ah oui, j'aurais peut-être parti avec lui. Non, en fait, comme je dis, le miel cristallise naturellement. Un miel qui reste liquide très longtemps, ça peut être par sa composition florale, mais sinon, ça a été chauffé, filtré beaucoup pour retirer les particules, les cristaux, tout ça, qui retarde la cristallisation. Un miel qui cristallise dans le fond, là, des fois on voit, moi je dis que c'est du quartz, là, c'est des cristaux tellement durs dans le fond du pot. Ça, c'est la preuve qu'il a déjà été chauffé. Le miel liquide, le consommateur a l'image que c'est le miel standard normal. Oui, bon, on est un petit peu comme formaté à ça. C'est ce qu'on voit, c'est ça. Oui, c'est sûr, c'est normal. Mais si vous achetez d'un apiculteur québécois, puis qu'il y a un miel brut qui n'a pas été chauffé, donc c'est une preuve de qualité, en fait. OK. Fait que c'est une bonne chose là, de l'avoir déjà cristallisé. Là, comme ça. J'en ai 2 ici de l'Italie. Un miel de coriandre, mais ça goûte la noix de coco, là, vraiment intense, là, quand c'est la note qui sort. Et ici, c'est un arbre qui s'appelle l'arbousier. L'arbousier. Et non l'arbousier. L'arbousier, c'est un petit fruit qu'on a ici, mais c'est un miel tellement amer, ça dure en bouche là, 1 demi-heure, 1 heure, là, l'amertume. Moi, je le décris comme un peu un pneu brûlé. C'est quelque chose, mais en même temps, oui, c'est ça. Oui, ça reste sucré là, quand même, mais moi, c'est sûr, c'est pas le meilleur à mon goût, mais c'est tellement intéressant de voir que la nature fait un miel comme ça, puis que les abeilles l'acceptent et ils vont le chercher, parce que c'est super amer. Donc oui, je voyage puis je rapporte toujours du miel d'un peu partout. Donc ça ici, c'est le tilleul que tu avais dit tantôt. Oui, bel arbre qui fleurit en juillet. C'est précieux pour les abeilles. Il n'y a pas d'arbres qui fleurissent en plein été comme ça. Ça, c'est-tu ta production? Non, c'est un client qui m'a envoyé du miel pour l'identification. Moi, j'avoue qu'au Québec, c'est mon préféré. On n'en trouve pas partout, là, mais... Vraiment
Excellent. C'est un goût un peu mentholé. Il y en a que dans le temps, ils pensaient que c'était du miel de menthe à cause de la floraison en juillet. OK. Celui-là, c'est ta production printemps Oui. de cette année, donc c'est les ruches. Printemps, il y a beaucoup de, tu sais, comme je disais, les petits cerisiers. Mais je goûte beaucoup le pissenlit dans celui-là. Là. Ouais. C'est un peu lacté quand même. Un peu, tu sais, l'acidité du yogourt peut-être au nez, là, mais il est plus doux en bouche quand même. Il y a celui-là ici que tu voulais... Tiens. Oui, lui, c'est le pneu c'est brûlé. le pneu brûlé, celle-là? Bon. Ça goûte pas le pneu brûlé, mais c'est vraiment très amer, un peu fumé, là, quand même. La texture est super belle. Ouais. Puis même chose, il cristallise un petit peu comme ça, naturellement. Ouais. C'est le... Mais tu vas voir, l'amertume est intense. Puis très persistante aussi. Là. Oui, là, on sort de catégorie... C'est pas pour tout le monde? Non, pas du tout. Non, c'est quand même intéressant, mais... Je l'aime beaucoup en cuisine, en fait. OK. Dans notre cours, on avait fait une mousse au chocolat, au café, pardon, avec ce miel-là dedans. C'était parfait. Non, les deux amertumes ensemble, là, c'était vraiment super. J'avoue que ça peut avoir un bon mélange, là, ces deux. Oui. Ça complète un peu là, ce qu'on voulait discuter aujourd'hui. C'était super intéressant. Donc, merci. Puis, on te souhaite une super belle fin de saison apicole. Merci. L'observation d'un essaim d'abeilles est toujours une expérience très fascinante. Pour la colonie, l'essaimage représente le moyen qu'elle utilise pour se reproduire. C'est un phénomène normal qui survient principalement au printemps. Par contre, il est possible qu'il se produise aussi en été, comme sur ces images, et un peu plus rarement à l'automne. Différents signaux vont agir comme éléments déclencheurs. La colonie qui se met en mode essaimage va commencer à élever plusieurs nouvelles reines. Quelques jours plus tard, la colonie va littéralement se diviser en deux. La vieille reine quittera la ruche avec plus de la moitié des ouvrières, créant un essaim qui se déposera près de la ruche d'origine. C'est ce que l'on voit sur les images. L'essaim entre ensuite en quête d'un nouvel endroit où s'installer. Il peut rester ainsi quelques heures à quelques jours, le temps que les abeilles éclaireuses aient trouvé un endroit idéal pour s'installer de manière permanente. C'est à ce moment que l'apiculteur peut intervenir pour les récupérer. Normalement, les abeilles sont très douces lorsqu'elles forment un essaim. Sur les images, on peut voir qu'une ruche vide a été placée juste au-dessous de l'essaim. En coupant la branche, les abeilles vont tomber directement sur la ruche. Étant donné qu'il y a déjà l'odeur du miel sur le matériel, l'essaim va être très intéressé par cette nouvelle maison disponible. Tranquillement, les abeilles vont entrer dans la ruche et dans la grande majorité des cas, elles vont s'y établir. Le lendemain, on est retourné sur place, tout l'essaim était bel et bien entré dans la ruche. Et en fin d'été, la colonie était toujours bien active et bien heureuse de sa nouvelle demeure. Après la récolte de notre miel au rucher, on peut se diriger à la miellerie pour voir comment on procède pour l'extraction. Étape essentielle pour faire sortir le précieux miel des alvéoles. Au départ, les cadres sont passés entre des lames automatiques bien coupantes qui vont retirer la fine couche de cire sur les alvéoles. Ensuite, à l'aide d'un peigne à désoperculer, on retire manuellement tous les petits bouchons de cire n'ayant pas été retirés à l'étape précédente. Lorsque le miel commence enfin à s'échapper des cadres, ces derniers sont placés dans l'extracteur. Cette machine va tourner très rapidement et par la force centrifuge, le miel sortira des alvéoles. C'est ce que l'on voit présentement sur les parois de la cuve de l'extracteur. Le miel est ensuite acheminé dans des cuves par un système de tuyaux. On récupère aussi toutes les particules de cire retirées, car elles sont mélangées à de grandes quantités de miel. Ils sont placés dans une machine spéciale qui permettra d'en retirer le miel. Et voilà, au bout du tuyau, le miel fraîchement extrait qui arrive dans la cuve. Et pour les amateurs de miel en rayon, il n'y a aucune transformation nécessaire. Il suffit de couper les rayons de miel directement sur les cadres et de les placer dans des petits contenants
pour le consommateur.